l'opposition gabonaise est-elle réellement prête pour 2016? C'est la question qui taraude les esprits de nombreux partisans du changement, je voudrais dire, pour l'alternance au Gabon. Car depuis un certain temps, beaucoup de sons de cloche arrivent aux oreilles de ceux qui espèrent, un temps soit peu, que la donne change. Mais au vu de certains ajustements, de certains remous, de certaines agitations, beaucoup commencent par se poser la question, est-ce qu'il y a un bon cheval dans l'opposition? Enfin, on veut dire, est-ce que l'opposition est constituée de bons chevaux? Et pour essayer, un tant soit peu également, de pas voir clair, élaguer certains contours qui restent obscurs, nous avons jugé bon d'appeler quelqu'un qui ne sort pas toujours, mais quand il sort, c'est quand même un événement. Et pour cela, je vous demande de faire appel à vos voisins pour suivre M. Luc Mangobonsi, président du Morena, opposant pur sang et membre fondateur du Fonds. Et aujourd'hui, il a accepté, malgré ses nombreuses occupations. Je vous dirais même qu'il n'a pas été véritablement disposé à venir, mais son devoir de patriote l'y a obligé. Monsieur Lubangomsi, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation, même si vous n'étiez pas très chaud. Bonjour, Monsieur Bitege. Je vous remercie également. Vous savez, nous avons une obligation envers le peuple gabonais. C'est celui de se tenir prêt à pouvoir nous adresser à lui. Je crois que c'est un devoir que nous devons accomplir sans réserve. Bien sûr que vous auriez souhaité que je sois là à 13h, mais à 13h, j'ai d'autres obligations qui nous conduisent à être ici aujourd'hui. Vous évoquez l'opposition. La question pourra peut-être être très claire, précise tout à l'heure, mais je vous dirai au passage que lors de l'arrêt que le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, avait fait à Libreville le 1er juillet 2010, il nous avait fait l'honneur de nous accorder une audience. L'audience a été accordée à l'opposition. Et au cours de cette audience, j'ai eu l'occasion de dire à M. Ban Ki-moon qu'au Gabon, il y a l'opposition. Et au sein de l'opposition, il y a les oppositions. Donc il faudrait que vous teniez compte de cet aspect du problème qu'au Gabon, nous englobons ceux qui peuvent se réclamer de l'opposition dans l'opposition, mais à l'intérieur de cette opposition, il y a des autres opposés. C'est-à-dire qu'il y a des autres oppositions à l'opposition. C'est-à-dire que les oppositions sont différentes. Elles sont différentes, c'est-à-dire que ça dépend de la différente approche. Tout justement, les objectifs ne sont peut-être pas toujours les mêmes, les démarches également ne sont pas toujours les mêmes. Mais quand on est opposant, c'est pourquoi? Logiquement, quand on dit opposant, c'est qu'on n'accepte pas la manière de gérer le Gabon, qu'on a envie de diriger ou de construire un État d'une autre manière. C'est ça l'opposition. Et au Gabon, il y a plusieurs formes d'opposition. Je vous dirais également qu'au sein de l'opposition, il y a des oppositions. Lorsque le secrétaire général de l'ONU est passé à Libreville, j'ai posé le problème des relations entre le Gabon et la France. Je lui ai dit que nous n'avions pas, au Morena, nous n'avions pas l'impression que le Gabon était réellement indépendant. Alors en 2012, les leaders de l'opposition me demandaient de ne pas poursuivre ce débat. Vous comprenez? Nous sommes à l'intérieur de l'opposition, mais dans cette opposition, certains hésitent à aborder certains problèmes de fond qui peuvent faire du Gabon un pays indépendant, du peuple gabonais un peuple libre qui devrait tendre vers un bonheur. Oui, mais Monsieur le Président, oui. Si au sein de l'opposition, il y a des oppositions, oui. Donc des oppositions à l'opposition.
Pas nécessairement à l'opposition. Je vous donnerai un exemple très simple aujourd'hui. Vous avez le Front qui se réclame de l'opposition. Vous avez l'UFA qui se réclame de l'opposition. Vous avez l'ACR, si l'ACR existe encore, qui se réclame de l'opposition. Vous avez l'UFC qui se réclame de l'opposition. Vous voyez tout cet ensemble de regroupements qui se réclament de l'opposition, mais qui ne constituent pas un seul regroupement. Voilà pourquoi tous se font passer pour une richesse ou un applaudissement, selon vous, avec votre expérience politique et de vieux lutteurs? Le regret que nous avons exprimé jusque-là porte sur le fait que les oppositions ou les partis qui se réclament de l'opposition ne proclament pas exactement ce sur quoi porte leur combat dans l'opposition. Je reviendrai très simplement sur la création du mouvement de redressement national. En 1981, le Morena a été créé parce que nous demandions, nous exigeons un retour au multipartisme pour l'instauration d'une démocratie véritable en vue d'une alternance pacifique au pouvoir. Parce que finalement, nous tenions compte que le Gabon était un pays sous-peuplé et que les avantages naturels et les ressources de ce pays ne profitaient pas suffisamment au peuple gabonais. Il fallait donc que ce peuple prenne, lui, désormais, la responsabilité de choisir ses dirigeants et la responsabilité de sanctionner ses dirigeants. En 1981, nous demandions l'éveil de la conscience nationale, que chaque Gabonais comprenne que ce pays est le sien et qui se préoccupe et de sa gestion et de son organisation et de son fonctionnement et de son avenir. Nous retiendrons que le Morena, c'est le socle de l'opposition au Gabon. Enfin, nous demandions l'épurement de mœurs. Nous demandions que nous revenions aux valeurs morales qui doivent diriger une société. Le débat reste le même jusqu'à aujourd'hui. Mais vous n'avez pas beaucoup travaillé de 81 à 2015. C'est toujours les mêmes problèmes. Je vous remercie, mais les problèmes seront toujours les mêmes tant que nous n'aurons pas pris le pouvoir. C'est ce qu'il faut comprendre. Si vous me dites, moi aujourd'hui, président de la République après 5 ans, vous me dites, mais monsieur le président du Morena, en 1981, voilà ce que vous disiez, vous avez pris le pouvoir depuis 5 ans, mais on a toujours les mêmes problèmes. C'est à ce moment-là que je vous ferai l'économie de ce que nous avons fait. Mais maintenant que nous sommes éternellement dans l'opposition, ça devient une profession? Je crois que vous me posez une question qui me rappelle un petit débat que nous avons eu dans la coalition. Que Dieu ait son âme. Le défunt nous disait qu'il lui ne souhaitait pas rester éternellement dans l'opposition. Mais je lui ai répondu, moi je répondais aux uns aux autres que moi le défunt c'est qui? Le défunt président Mobam. Et moi je leur répondais en disant je suis opposant de carrière tant que les revendications du peuple gabonais ne sont pas satisfaites. Donc pour nous c'est une mission. Poser les problèmes de ce pays, chercher des solutions aux problèmes de ce pays, pour nous, est une mission. C'est un apostolat auquel nous ne voulons pas renoncer. Et vous dites aujourd'hui que l'opposition va... Vous voyez déjà les composantes que je viens de vous donner. Il y a plusieurs composantes. Et quand nous avons exprimé au niveau du front que l'opposition devait avoir un candidat unique, bien sûr que la population nous a écoutés, mais je crains que le fait que nous n'ayons pas réussi à convaincre l'ensemble de ces groupes va faire en sorte que nous ne soyons pas sûrs que l'opposition ait un candidat unique. Quand on dit l'opposition, et même au sein du front, je me permets de le dire, le débat du candidat unique est lancé. Mais comme nous l'avions dit au mouvement de redressement national, lors de la création de l'Union nationale, nous avons dit que le Morena ne donne jamais le chèque en blanc.
Parce que nous ne pouvons pas dire au peuple, avant qu'ils aient donné le nom et autres, dire au peuple gabonais... Ils ont donné le nom? Le nom, à ce moment-là, c'était l'Union nationale, mais quelques temps plus tard. Je leur avais dit que nous n'avions pas encore réussi à tomber d'accord sur les termes du statut, sur les termes du règlement intérieur, sur l'organisation du futur parti. Mais nous ne voyons pas trop pourquoi nous pouvons dire au peuple gabonais que nous avons créé un parti politique. C'est le cas de le dire aujourd'hui. Nous ne pouvons pas dire au peuple gabonais que nous avons un candidat unique si les problèmes de fond ne sont pas encore débattus au sein du front. Les problèmes du fond, le fond concerne notamment les relations du Gabon avec l'extérieur et notamment avec la France. Les combien vous suivent dans votre démarche? Combien? Parce que personne ne veut attaquer la France alors que la France est au centre de tout ce qui peut avoir comme intrigue. Je dirais même, les problèmes du Gabon, c'est la France qui en est un peu la génératrice. Je voudrais profiter de cette occasion également pour vous rassurer que lors du passage du secrétaire général de l'ONU, je lui ai remis un mémorandum. Le mémorandum dans lequel je pose le problème des relations entre la France et le Gabon. Ce document est aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU sait que le mouvement de redressement national, par le canal du président Luc Bengonossi, pose le problème des relations entre la France et le Gabon. Quel genre de deal, Monsieur le Président, quel genre de deal, vous, les politiques gabonais, vous faites souvent avec la France? Je crois que le problème qui existe aujourd'hui, et je me permets de le dire, c'est que dès que vous commencez à poser des problèmes de fond, la France vous considère comme un indésirable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le peuple doit faire? Le peuple doit poser le problème à ce moment, à son niveau. Vous savez qu'il y a un jeune Gabonais qui avait fait la grève de la faim à la place de l'indépendance et il avait pris contact avec l'ambassade de France. L'ambassade de France lui a dit, mais les problèmes que vous soulevez sont vrais, mais ce n'est pas à votre niveau que nous pouvons les traiter. C'est au niveau de qui? C'est au niveau de l'État. Mais l'État, ce n'est pas le peuple. L'État aurait pu être... Aujourd'hui, l'État ne représente pas le peuple, monsieur le Président. L'État n'est pas le peuple. Nous revenons d'ailleurs sur la question que vous avez posée. Nous avons au sein de l'opposition actuelle ceux qui tiennent absolument à ce que on prépare les élections de 2016. Vous avez d'un autre côté des groupes qui estiment que la situation administrative d'Ali Bongo devrait être clarifiée. Et évoquant ce problème, nous interpellons à nouveau la France. C'est la France qui a fait la guerre au Biafra. C'est la France qui a amené les jeunes Biafra ici. Et c'est la France qui sait les dispositions qui ont été prises pour que Ali se retrouve au sein de la famille Lomar Bongo Ondimba. Et je profite de l'occasion, peut-être que ça gênerait certains, je m'en excuse, mais de plus en plus, nous craignons que Omar Bongo soit venu d'ailleurs. Parce qu'en 1993, à l'élection de 1993, lui aussi n'a pas pu produire l'acte de naissance. Il n'a pas pu produire l'acte de naissance. Alors pourquoi alors faire la guerre à Ali si Omar n'en avait pas? Non, donc je crois que c'est parce que je mets ça... n'est pas fait mais c'est posture. Non, je voudrais ajouter que si ces personnes ne disposent pas d'acte de naissance, c'est qu'ils ne seraient pas nés sur le territoire gabonais. C'est ça le problème. Pourquoi je rappelle le fait qu'il n'ait pas eu l'acte de naissance? En 1993, vous savez qu'en 1990, on avait posé de nouvelles conditions pour les élections et on lui a demandé de produire l'extrait de casier judiciaire. Le ministre de l'Intérieur de la Justice de l'époque a téléphoné au procureur de la République de France-Ville, lui demandant d'établir un extrait de casier judiciaire à Omar Bongo Ondimba. Le procureur de la République de l'époque
a répondu au ministre de la Justice. Mais je n'ai pas encore l'acte de naissance du Omar Bongo, président. Omar Bongo avait quand même un acte de naissance. Écoutez, je vous en prie. Et le ministre lui a dit, je vous demande d'établir l'acte de naissance. Le procureur lui a dit, la loi exige que pour établir l'acte de naissance, avant que je puisse établir l'extrait de casier judiciaire, il faudrait que j'ai l'acte de naissance. Si vous ne me le produisez pas, je n'établis pas l'extrait de casier judiciaire. Bon, ça a duré, il rappelait après, ils ont demandé au substitut du procureur d'établir l'acte de naissance sur des informations que le ministre de la Justice de l'époque a pu donner à ce substitut. Mais nos investigations nous amènent également à savoir qu'Omar Bongo Ondimba avait une acte de naissance. Et, on peut même donner le nom de celui qui l'a établi. Bon, peut-être que c'est arrivé après, mais c'est arrivé après. C'est bien. Monsieur Jean Mokinda était préfet à l'époque, dans le Haut-Togo. Il semblerait qu'il soit celui qui a établi. Enfin, cet acte n'est pas arrivé au procureur. Voilà pourquoi le procureur a eu peur que cet acte ne puisse pas exister, puisqu'il en avait besoin pour établir l'extrait de casier judiciaire. C'est tout ce que je peux dire. Donc, voilà pourquoi je dis, il se pourrait également. Donc, il se pourrait. Et à l'élection de 2009, Ali a présenté un acte que nous avons contesté. Donc, les actes peuvent être établis, mais qu'est-ce qui confirme leur régularité? Vous n'avez pas contesté en 2009. Il y a 2 ans après. C'est vrai que vous avez quand même... J'ai introduit le recours en disant que ce document n'est pas un document authentique. Hein, j'ai introduit le recours. Mais on vous a prouvé qu'il était authentique quand même. Jusque-là, non. Puisque même là, M. Ali Bongo lui-même a dit sur les antennes de RFI que tous ces documents étaient faux. Donc si les documents sont faux, celui qui l'a introduit... Est-ce que ce n'est pas nous qui avions mal entendu? Vous écoutez, c'est le monde qui a entendu. Et ce monde estime qu'il a dit que les actes étaient faux. Et plusieurs personnes ont enregistré cette émission. Et peuvent vous la refaire passer pour que vous qui hésitez, vous puissiez entendre comment il affirme que ces 2 actes étaient faux. Mais l'opposition gabonaise aujourd'hui focalise sa lutte sur quel point? Est-ce que c'est sur l'impossibilité de représentation d'Ali Bongo Ondimba à la candidature présidentielle de 2016 parce qu'il ne serait pas détenteur d'un acte de naissance, dont un dossier complet et légal, ou bien votre lutte aujourd'hui, la lutte de l'opposition, c'est trouver un candidat qui puisse battre Ali Bongo Ondimba, ou encore, 3e cas de figure, est-ce que vous seriez d'accord, est-ce que vous êtes véritablement prêt pour 2016, Monsieur le Président? C'est ce qui intéresse le Gabonais. L'opposition aujourd'hui, quelle est la santé de l'opposition? Je voudrais vous remercier, M. Bitegué. Il y a un certain nombre de personnes qui pensent que la situation actuelle du Gabon ne concerne que les leaders politiques. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que la situation actuelle humilie les Gabonais. Avoir à la tête de l'État quelqu'un qui n'a pas de pièces authentiques, c'est le peuple qui est humilié. Et je me permets de le dire, puisque je l'ai affirmé hier, que est-ce que dans l'esprit de ceux qui sont à la présidence, ils ne viseraient pas l'occupation du Gabon parce qu'ils n'envisagent pas dans leurs actes le respect de la démocratie, le respect du peuple gabonais. Parce que avoir déposé un dossier irrégulier pour se présenter aux élections présidentielles, ce qui est une injure au peuple, et ensuite faire un coup d'État électoral
c'est-à-dire qu'on force son accès au sommet de l'État. Et troisièmement, se faire entourer des non-Gabonais pour diriger le Gabon. En plus, ouvrir les frontières du Gabon pour que le peuple gabonais soit noyé. Il y a lieu de s'interroger. On est 1 800 000, 2728. De toute façon, quel est le pourcentage des autochtones? Parce qu'il faut qu'on donne les chiffres en précisant la répartition de cette population. La population jeune, la population autochtone, la population étrangère, pour que nous sachions exactement dans quelle situation nous trouvons aujourd'hui. Regardez, M. Bitègue, on ne veut faire de mal à personne. Les boutiques qui sont dans votre ville, les boutiques sont détenues à 98% par des non-Gabonais. Aujourd'hui, j'en suis presque convaincu également que dans l'administration gabonaise, on retrouve de nombreux non-Gabonais. Plus de 60%. Ok. Et il fut un temps où un jeune du Logo-Ivindo m'affirmait qu'à la présidence de la République se retrouvait près de 75% des non-Gabonais. La question que nous nous posons, nous, au Morena, est celle de savoir si aujourd'hui nous ne sommes pas un pays occupé. Alors, et dans cette situation, pourquoi la France favorise cette occupation? Mais écoutez, bon, on dit le plus souvent que les peuples méritent leurs dirigeants. Je ne partage pas totalement cette position parce que le le peuple gabonais a réagi par ces jeunes militaires en 1964 pour refuser le système qui commençait à s'instaurer au Gabon. La France est venue tuer des Gabonais. Que cela soit bien aujourd'hui. Bon, alors à ce moment-là... Aujourd'hui, on constate toujours que, et même ce qui semble être curieux, c'est qu'Ali Bongo se refait une nouvelle santé politique en France, auprès des autorités françaises. Mais est-ce qu'au départ... Vous qui croyez aux socialistes et autres, vous vous rendez compte que vous n'avez non plus la bonne lecture des relations franco-gabonaises. Je crois que, M. Bitègue, votre constat c'est vrai, mais c'est la France qui a placé Ali Bongo au pouvoir. Et la France, régulièrement... C'était pas la France socialiste. Non, mais non. Donc la France, c'est la France. La France, c'est la France. Je vous amuserai. Un premier ministre socialiste français disait à un Gabonais qui s'entretenait: écoutez, Monsieur Martin, vous avez compris, je suis le premier ministre français et je suis appelé à défendre les intérêts de la France. Donc, les relations entre la France et les pays francophones, l'Afrique, voilà, sont des relations basées sur les intérêts de la France. Et celui qui peut le mieux servir les intérêts de la France est maintenu au pouvoir. Donc c'est foutu. L'opposition gabonaise aujourd'hui étant frondeuse, il n'y a aucun accord possible avec... non, je crois que le problème, vous nous donnez l'occasion d'évoquer cette situation, et que le débat s'instaure assez ouvertement. Il faut que le débat entre le Gabon et la France s'instaure. Je vais vous surprendre. Il y a un ancien secrétaire général du PDG, Parti unique à l'époque, qui me disait que tant que les Gabonais ne se seraient pas assis un jour sans distinction de parti politique en face des Français pour leur demander ce que nous leur avons fait pour nous faire subir le sort que nous connaissons aujourd'hui, le problème du Gabon ne sera pas résolu. Léon G. Je n'ai pas donné le nom. Vous ne voulez pas donner le nom? Oui, je ne donnerai pas. On ne vous connaît pas comme ça, M. Lumongo. Non, mais je ne veux pas le gêner non plus. Bon,
moi qui vous parle, en 1989, je me suis retrouvé avec le père Mbabessol chez l'ancien pilote Meyo sur la route. Et ils étaient en train d'envisager différentes rencontres qu'on avait à avoir avec Omar Bongo de son vivant, père et son âme. Et pendant qu'ils discutaient, je somnolais. Et c'est le défunt Zowen Gema qui me réveille pour me dire, mais Luc, pourquoi tu peux somnoler pendant que nous traitons de ce problème? Je leur ai répondu assez maladroitement et assez brutalement, tout ce que vous dites là ne m'intéresse pas. Tout le monde s'est redressé. Je leur ai dit, mais le problème du Gabon est entre les mains de la France. Tant que vous n'aurez pas discuté avec la France, vous n'aurez pas trouvé des solutions. Alors, combien de vos compères vous suivent? Non, mais je vais vous donner la réponse. Ouais. Et Mab Solukier Sabin, comme nous, m'aurait répondu, ah mon frère, si tu commences comme ça, tout serait foutu. Et moi, je lui avais dit ce jour-là, si vous commencez comme ça, tout sera foutu. Et il y a quelques années, je lui ai dit, après 20 ans, alors est-ce que vous avez évolué pour avoir discuté avec Omar Bongo Ndimba? Donc la France a maintenu, comme l'a dit Verschave, en Afrique, Verschave affirmait que la France a donné ce qu'on appelle une indépendance officielle, mais a laissé les structures de domination coloniale. Alors, comment comptez-vous alors prendre le pouvoir? Mais le si pouvoir, vous n'êtes pas en harmonie avec la structuration de la France. Mais je ne voudrais pas prendre le pouvoir pour servir la France. Je m'excuse de le dire. D'ailleurs, voilà pourquoi je pose le problème. Je pose le problème parce que vous voulez prendre le pouvoir pour servir le Gabonais. Pour servir le Gabon, pour servir l'Afrique. Si la France, les dirigeants français servent la France et servent l'Europe, il faut que le dirigeant gabonais serve le Gabon et serve l'Afrique. Je crois qu'il faudrait que nous voyions les problèmes de cette manière. Mais c'est certain que les dispositions qui sont prises aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de démocratie font en sorte que le peuple ne puisse pas assurer pleinement sa souveraineté. Alors, Monsieur le Président, combien dans l'opposition vous suivent dans votre logique? Je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux. Mais vous avez signé pour le front, c'est-à-dire que vous êtes entendu sur les bases. J'ai signé pour le front, je crois, en comptant sur l'effet de groupe pour que nous examinions le problème, la situation administrative à Libongo. Fondamentalement, c'est ce qui m'a amené. Monsieur Moukagny avec vous alors, dans votre logique? Je ne peux pas répondre totalement à cette question, mais je pense que certainement M. Moukagny pourrait être dans ce. Est-ce que vous n'êtes pas un peu singleton dans ces ensembles-là? Parce que votre rigidité d'esprit fait que vous n'ayez pas beaucoup de compagnons véritables. Mais M. Bitegué, c'est ce qu'on peut nous reprocher. Je pense qu'il n'y a pas de rigidité. La réalité est que nous voyons les faits en face. Le Gabon est indépendant depuis 1960. Les pédégistes le gèrent depuis les années 67-68. Mais quand nous faisons le bilan aujourd'hui, M. Bitegué, nous constatons que le peuple gabonais vit dans la pauvreté, vit dans la misère. Je voudrais encore vous surprendre, M. Bitegué. Aux années 1987, on dira toujours que Bengono ne garde rien, il dit toujours même ce qu'on ne devrait pas dire. Je suis devant le peuple gabonais et j'ai l'obligation de l'informer. En 1987-88, je rencontre un jeune Gabonais qui m'apprend que son père était mort. Je lui ai adressé mes condoléances et lui, de retour, de me dire, Monsieur Bengonossi, il faut que le peuple gabonais se prépare à s'accommoder à la mort, à s'habituer à la mort. Le taux de prévalence du sida dans ce pays est très élevé
Et le gouvernement gabonais feint de l'ignorer. Il dit les gens vont tomber et il va arriver un moment où dans une maison, et dans la maison voisine, vous avez un décès, dans l'autre maison, vous avez un décès. Personne n'assistera plus. Voilà. Et M. Bitegué, je ne sais pas si je me tromperai si je dis aujourd'hui que nous sommes en train de vivre ces moments. Je ne vous apprendrai peut-être pas que quand nous avons commencé à avoir la guerre, comment on appelle, Ebola au haut de Livindo, j'ai rencontré un professeur de sciences physiques, professeur d'université, qui m'avait dit, M. Bengono, si ces différentes manifestations, la fièvre Ebola, la fièvre rouge, découlent de l'existence des déchets toxiques, nous allons voir si on aura d'autres foyers le long de Livindo. Et on a eu Maïbout après, on a eu ceci, et ajouter si ça arrive à Boué, le peuple gabonais est appelé à disparaître. Parce qu'arriver à Boué, les déchets toxiques vont arriver à l'Ougoué et descendront d'Ougoué jusqu'à la mer. Et à certains moments, si les gens sera contaminé. Voilà, il dit que cela va se passer pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et quand nous voyons le taux de mortalité dans ce pays, on peut se demander si son analyse n'était pas exacte. Et surtout quand on nous rappelle que là où il y avait eu la première manifestation, on y a trouvé des fûts, on y a trouvé un tractopelle, enfin... C'est resté comme ça. Et personne n'en parle. L'affaire a été étouffée. Mais où est la relation entre ce que vous dites et l'opposition gabonaise aujourd'hui? Non, je voudrais dire que, en citant les différents méfaits dans la gestion, c'est-à-dire que non seulement il y a la pauvreté, mais vous vous retrouvez également dans une situation... Avec des épidémies, des endémies, un empoisonnement organisé. Je pourrais même encore vous surprendre. Je ne sais pas si vous diffuserez l'ensemble de ces informations. Je rencontre un jour un responsable d'une région de grandes endémies. Je lui dis, mais enfin, on signale qu'il y a plusieurs germes qui circulent dans ce pays. Mais que faites-vous? Je m'excuse, je prends mes responsabilités. Il me dit, que voulez-vous que nous fassions, M. Bengono? Quand nous faisons des rapports, on nous demande de fermer la bouche. Motus et bouche cousue. Voilà. Donc, regardez, voyez les conditions dans lesquelles se trouve votre peuple aujourd'hui. Mais oui, mais qu'est-ce que l'opposition fait? Mais l'opposition maintenant... Il y a toujours des leaders qui mènent le peuple. Maintenant, si vous demandez au peuple d'être devant les leaders, enfin... Par exemple, un fauteuil présidentiel, c'est pour qu'une seule paire de fesses. Non, moi je n'apprécie pas cette appréciation, cet élément-là. Le président de la République, il assume bien sûr ses très hautes fonctions, mais dans l'exécution de sa tâche, il s'appuie sur plusieurs concitoyens. Il ne peut pas diriger un pays seul. Mais tout justement, j'étais en train de dire que je regrettais que nous parlions aujourd'hui de candidature unique, alors que le débat sur les problèmes de fond ne soit pas encore mené. Est-ce que l'opposition est prête aujourd'hui pour 2016? Ou bien vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut renvoyer les élections en 2016 puisque rien n'est... le renvoi, je n'en parle même pas. Mais ce que je voudrais dire... Non. Je voudrais dire qu'il faut d'abord clarifier le dossier de celui qui est à la tête de l'État aujourd'hui. Mais vous l'avez clarifié? Non, il n'est pas encore. Enfin, il est clarifié en disant qu'il n'est pas de nationalité. Lui-même, il a dit. Il a dit. Donc, en principe, il ne devrait pas être. Non, il ne devrait pas être là. S'il n'a pas de pièce légale, il ne doit pas être là. Mais il y est. Donc, c'est un occupant. S'il est là, sans pièce, c'est un occupant.
Et la situation à ce moment-là devient très grave. Est-ce que l'opposition parle comme vous parlez, vous, opposants? Mais je suis opposant. Je suis opposant. Mais vous êtes pratiquement le seul à parler de cette manière. Mais les autres font écoutez, quoi? Je ne peux pas obliger les uns et les autres à parler avec comme moi. Mais Certains ont été au gouvernement. Mais pourquoi vous êtes avec eux alors? Mais écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je pensais que nous ayons ce qu'on appelle l'effet de groupe. Vous regrettez d'avoir signé pour le Je ne regrette pas encore, mais je crains que ça puisse arriver un jour. Je ne le regrette pas encore, parce que j'estime que, comme je le dis tout à l'heure, qu'il faudrait que nous puissions, nous, organiser notre combat, même au niveau de l'élection. Il faut que nous tombions d'accord sur le mode de gestion du pays. Nous affirmons depuis plusieurs années déjà que le système actuel, le système gabonais, qui amène la concentration de toutes les responsabilités au sommet de l'État, devrait être revu. Nous estimons que, je vous l'ai dit, nous avons fait une émission ensemble, j'ai dit qu'il faut que le Gabon soit un État fédéral qui permette à ces États... Un État fédéral? Oui. 267 667 km carrés. Même si ce sont les arbres qui se commandent. Mais je dis, il faut absolument que nous ayons des États. Je vous ai donné le cas de la Suisse où on trouve même des cantons. On trouve des cantons. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas, je prends un exemple, la SEG en train d'éclairer un village de Mimongo. Ça, dans le cas actuel, ce n'est pas possible. Or, le citoyen gabonais qui se retrouve dans un village à Mimongo a droit à l'électricité. Oui, aux mêmes commodités. Voilà. Alors, aujourd'hui, revenons sur le sujet, puisque nous allons terminer notre émission. Malheureusement. Est-ce que l'opposition gabonaise aujourd'hui, selon vous, est divisée? Je ne dirais pas que l'opposition... Parce que vous dites qu'il y a des oppositions dans l'opposition. C'est dit de manière savante, de manière basique, de manière lambda. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie que les Gabonais n'apprécient peut-être pas la situation actuelle du Gabon de la même manière, mais ils ont le souci du changement. C'est ça. Alors, parce que quand vous voulez interpréter ça comme des affrontements, non, c'est un problème d'appréciation. Notre collègue de la Loupe, oui. Je pense que c'est par exaspération, a sorti la une de la semaine. Faut-il les brûler? Faut-il brûler qui? Les opposants. Il y a Maganga Moussavou, il y a M. Ndjembe, il y a M. Luc Mongobesi, il y a Jean Ping, il y a Marc Joktan, il y a Divungu Diding Dijob, il y a M. Zakari Mimboto, il y a Gilles Aristide Oglugende, il y a Maïla, il y a Jean Eyerendon, il y a M. Moukani. Bon, en tout cas, on pense que ce sont des figures représentatives, entre guillemets. Cela aussi peut être interprété comme les futurs postulants au présidentiel 2016. Oui. Monsieur Luc, vous serez candidat à la candidature du Front pour 2016? J'estime que nous avons dit qu'il fallait que nous déterminions les différentes qualités que devrait... Oui, à ce moment-là... Dans votre fort intérieur confidence avec le peuple, est-ce que M. Luc sera candidat à la candidature du Front? Peut-être à la candidature, nous verrons bien. Peut-être quand des conditions seront réunies, nous pourrons poser notre... Mais la question c'est, faut-il les brûler? Mais pour quelle raison les brûler? Parce que... Les brûleront-on? Non, parce vous, que vous en faites partie. Je voudrais... Non, mais c'est pas l'exaspération, parce que quand il écrit, enfin... Oui, je comprends. C'est un message sibyllin qu'il veut faire passer. Vous énervez aujourd'hui le peuple. Le peuple attend beaucoup de vous, ou le peuple avait une image de l'opposition au sortir des élections 2009 et avec tout ce qu'il y a eu comme progression, mais aujourd'hui, le peuple semble être dépité. Et là, nos collègues de la Loupe demandent, est-ce qu'il faut finalement vous brûler? Je voudrais vous répondre en quelques
Et ce sera peut-être votre mot de fin et puis Oui, votre dernier message. Quand je vois votre journal, je voudrais vous rappeler que on nous avait donné un compte un jour. Il y avait 2 villages. Dans un village, dans un des villages, il y avait les vieux et les jeunes. Et les jeunes avaient décidé de brûler tous les vieux, de tuer tous les vieux, parce qu'ils les gênaient. Et dans l'autre village, le problème a été posé, mais les jeunes de ce village ont préféré cacher leur vieux. Et il est arrivé un grand problème que les jeunes n'arrivaient pas à résoudre. Ceux du village où tous les vieux avaient disparu ont presque disparu après. Parce qu'ils n'avaient pas de solution au problème. Voilà. Et ceux qui avaient conservé leurs vieux ont réussi à les contacter, leur demander la solution. Et à sortir de la difficulté. Voilà. Le vieux leur avait donné la solution et le problème était résolu. Je réponds à ceux qui envisagent brûler que la solution n'est pas là. La solution, c'est de cacher, de mettre un peu vieux, peut-être que s'ils se sentent plus capables aujourd'hui que de mettre ces vieux de côté et de résoudre le problème que les vieux n'arrivent pas à résoudre. Parce que le réalisme veut que chacun d'entre nous soit au pouvoir. Vous dites régulièrement que je tiens des propos que d'autres ne partagent pas. Mais ça peut être vrai, mais nous souhaitons que tout le monde comprenne que le Gabon n'a pas évolué depuis 60 ans. Et que la plupart de nos amis ont été au pouvoir et ont évité de poser certains de ces problèmes. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans la situation actuelle. Tous ou presque, oui, étaient au PDG jusqu'à un passé récent. Voilà. Donc, il est difficile qu'ils changent véritablement. Qu'ils laissent les réflexes du PDG. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous n'avez jamais été au PDG et que vous pensez que ne pas avoir été au PDG, c'est le sésame? Je voudrais dire à M. Bétélé que tout le monde était censé être PDG. Vous aussi. Mais je dis, j'ai pris la décision de le refuser en 1981. Et c'est ça qui m'a valu la prison. 3 ans de prison, 3 ans de résidence surveillée et 4 ans d'affectation disciplinaire. Parce que je refusais de partager les méthodes, je refusais la politique du PDG. Et ce PDG qui dit dialogue, tolérance, paix, au moment où nous avons posé le problème du retour au multipartisme, le PDG n'a pas dialogué avec nous. Le PDG nous a arrêtés, le PDG nous a mis en prison et le PDG nous a, je peux dire, tenu dans, même jusqu'aujourd'hui. Mais nous pensons qu'il faut que, aussi bien ceux qui sont dans le PDG que ceux qui sont sortis du PDG, que notre devoir, notre grand devoir est de bâtir ce pays, construire ce pays pour aboutir au bonheur du peuple gabonais. Que nous sortions des cargans, des loges maçonniques, loges résicliciennes, l'ordre du temple, mais que nous redevenions des Gabonais qui aiment leur pays, des Gabonais qui bâtissent ce pays, qui aiment le peuple gabonais, des Gabonais qui évitent de mettre en place des groupes d'individus pour tuer les autres, pour tirer le sang des autres, pour manger les organes des autres. Nous disons qu'on ne peut pas bâtir une nation quand on détruit son peuple. Nous devons nous lever, nous tous, pour bâtir un nouveau Gabon. Que nous ne gardions pas en nous les réflexes qui ont fait jusqu'aujourd'hui que le peuple gabonais soit dans l'état que nous connaissons. Attention à l'occupation de ce pays, car nous semblons ne regarder que les principes qui ne correspondent pas à la réalité. Monsieur Bitege, je vous remercie.
C'était Luc Bongo aussi, toujours égal à lui-même, mais c'était aussi sur 45+. À la semaine prochaine.